Parfait. Non, parce que c'est pour enregistrer. Pardon, bon, on reprend. Alors, on va dire qu'on est à l'heure. Non, sincèrement, je vous prie de bien vouloir nous excuser, mais on était dans une autre audition avec table ronde avec des ONG, c'est un peu débordé et j'en suis une des causes principales, mes collègues ayant été très respectueux et scrupuleux du temps. Donc, bonjour, merci beaucoup de nous accorder de votre temps et puis on vous souhaite bien évidemment à vous et à toutes vos équipes de la belle DAECT une belle année, plein de projets avec les collectivités locales des pays partenaires qu'on auront sûrement besoin et qui font face aussi aux mêmes défis que nos collectivités rencontrent avec peut-être des dommages notamment économiques et sociaux plus importants. Mais c'était vraiment important pour nous au début de cette de cette cycle d'audition dans le cadre de la loi que vous avez suivi de très près vu que vous êtes au ministère, d'avoir votre regard sur le projet de loi, à la fois de manière macro, à la fois aussi de manière micro, de voir ce qu'il y a des améliorations, de voir comment voilà, on peut faire en sorte que ce qui tient à cœur à beaucoup de parlementaires, beaucoup de députés, et Hubert Julien-Ferrière, dans ses fonctions passées, Jean-Paul Lecoq a eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure, ayant été maire aussi d'une ville, je sais que Mireille, c'est pareil, ça lui tient à cœur, cette question de la coopération décentralisée et de la capacité qu'a la France de proposer des projets de partenariat de coopération de manière simple, flexible. On sait que l'AFD, c'est un outil essentiel, important, au cœur du dispositif. Mais voilà, la loi aussi, ça va permettre de balayer tous les dispositifs, de voir, même si au-delà de la question normative, on n'a pas un manque sur ces questions-là, et voir comment on peut faire en sorte qu'à côté de l'État, à côté de l'AFD, à côté des entreprises privées, qui jouent un rôle aussi important dans la coopération entre les pays, à côté de la société civile, à côté des jeunesses, eh bien, on est ce volet action extérieure des collectivités, partenariat collectivité à collectivité, qui sont importantes dans un moment, notamment dans les pays africains, où la décentralisation où d'ailleurs la déconcentration est à l'œuvre, avec des inspirations parfois plutôt d'évolution sur le modèle anglais ou de décentralisation à la française. Donc voilà, merci encore, désolé du retard et je vous laisse dérouler. Ensuite, je laisserai mes collègues vous poser des questions s'ils en ont, mais je ne doute pas que ce sera le cas. Merci beaucoup, madame. D'accord. Bon, tout d'abord, je vous salue, monsieur le rapporteur, et puis aussi les autres députés qui sont connectés, que je ne vois pas. Voilà. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes condoléances pour la perte de la présidente de votre commission. Et puis, par ailleurs, je voudrais dire à quel point mon service, comme les autres services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en particulier de la Direction générale de la mondialisation, nous sommes heureux de voir ce projet de loi arriver sur vos bureaux pour un examen et une adoption que nous souhaitons aussi rapide que possible. Alors, je vais peut-être commencer très brièvement par rappeler donc les fonctions de la DAECT. Bon, tout d'abord, me présenter. Je suis donc Christine Moreau, ambassadeur déléguée pour l'action extérieure des collectivités territoriales, et je dirige la délégation du même nom pour l'action extérieure des collectivités territoriales, qui est rattachée à la Direction générale de la mondialisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, c'est la fonction de délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales, des collectivités locales, comme on disait à l'époque, a été créée en 1983 et la DECT en tant que service s'est constituée à partir de 1992, qui était l'année de la création de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Et la première fonction, si je puis dire historiquement, du délégué, c'est d'assurer le secrétariat général de cette commission, qui est l'institution de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales pour l'action internationale. Alors, outre cette mission qui comporte l'organisation des sessions de chaque semestre, en fait 2 fois par an, et l'animation des travaux de la commission dans l'intervalle, la DAECT a 2 autres fonctions pour schématiser.
L'une d'elles, c'est le conseil aux collectivités territoriales en lien avec les postes diplomatiques et à présent en lien aussi avec les conseillers diplomatiques auprès des préfets de région. Et par ailleurs, la gestion de fonds qui lui sont confiés et qui sont eux-mêmes répartis grosso modo en 3 catégories. La masse la plus importante, c'est le cofinancement des projets de coopération décentralisés qui sont attribués, enfin les cofinancements sont attribués via des appels à projets. Ensuite, il y a le soutien à des associations de collectivités territoriales sur projet. Et enfin, il y a le soutien à l'organisation de rencontres de coopération décentralisées, assises, séminaires, ce genre de choses. Alors, concernant plus précisément le sujet de la loi, en fait, ce que l'on appelle traditionnellement l'aide publique au développement, même si le nom a changé pour des raisons que vous connaissez bien et auxquelles vous avez vous-même contribué. Donc, l'APD, la DECT y participe tout d'abord en cofinançant des projets de coopération décentralisée qui sont à destination de collectivités territoriales dans des pays relevant de l'APD, éligibles à l'APD. Et par ailleurs, la DECT procède chaque année à la collecte et à la synthèse des déclarations d'APD des collectivités territoriales. Et elle publie là-dessus un rapport chaque année. Et en 2020, pour l'année 2019, il y a 1040 collectivités territoriales qui ont déclaré une APD de pratiquement 122 millions d'euros. Voilà. Alors, ce projet de loi, il y a différentes dispositions qui concernent les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle vous avez souhaité m'interroger. Les mesures les plus générales se trouvent à l'article 1er qui approuve le cadre de partenariat global fixant les orientations partagées par les différents acteurs du développement. Les collectivités territoriales en font partie et elles ont été consultées en la matière par le biais de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Elles ont rendu un avis qui a été adopté lors de la Commission nationale de la coopération décentralisée du mois de décembre 2018. Alors, il y a l'article 1er, bien entendu, qui précise la programmation des crédits budgétaires avec pour objectif le doublement de l'aide publique au développement transitant par les collectivités territoriales, de même que pour les organisations de la société civile, d'ici 2022. Et je crois que pour les collectivités territoriales, c'est la deuxième disposition la plus marquante de ce projet de loi. Excusez-moi, juste un petit instant. Exceptionnellement, voilà. Exceptionnellement, on se dispensera de ménage aujourd'hui. Voilà. Il y a d'autres articles qui concernent les collectivités territoriales, l'article 3, l'article 4, 5 et 6, mais sans doute vous voudrez qu'on y revienne plus précisément ultérieurement. Voilà ce que je peux dire d'une façon très générale et je pense que le mieux c'est peut-être que je réponde aux interrogations plus précises que vous pouvez avoir. Très bien, merci beaucoup Madame l'ambassadrice. Alors, est-ce que des collègues ont des questions? Allô? Non. Non, moi c'est pas vraiment une question, mais d'abord, merci. Puis je crois que c'est très important qu'on puisse effectivement vous auditionner dans le cadre de ces premières auditions. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Parfaitement. Tout à fait. Donc merci Madame l'ambassadrice de vos propos préliminaires. Non, moi je voulais, c'est un peu une réflexion générale. Bon, pour avoir été effectivement adjoint au maire et vice-président chargé de la coopération décentralisée à partir de 2001 pendant de longues années. J'ai vu un peu l'évolution dont vous venez de parler.
Et le regard que j'ai de ce partenariat qui existe aujourd'hui et du fait que les collectivités territoriales soient considérées vraiment comme un des acteurs de l'aide au développement aux côtés de l'État, des ONG, des fondations, etc. Moi, je me souviens encore en 2001, parce que vous avez fait l'historique un peu de cette délégation et de la Commission nationale de coopération décentralisée. Je me souviens qu'en 2001, il y avait encore beaucoup d'élus locaux qui voyaient en votre prédécesseur, qui était le préfet dont j'ai oublié le nom, alors pas avant Antoine Joly, hein, bref, et qui voyaient encore, parce que les collectivités... Pardon ? Jacques Andrieux. Exactement, le préfet Andrieux. Et parce qu'on était encore dans une époque où, au fond, les collectivités locales, l'action internationale des collectivités locales était montée en puissance, alors qu'elles n'en avaient pas vraiment la compétence, et que parfois, en tout cas c'était la perception de beaucoup de collectivités, peut-être à juste titre, peut-être à tort, l'impression que l'État se méfiait en fait de ce qu'elle faisait. Et je me souviens, moi, que ce poste et cette création de la délégation était vu plus comme un moyen pour l'État de surveiller ce que faisaient les collectivités et éventuellement de les en empêcher en leur rappelant le droit de la décentralisation. Évidemment, tout ça a bien changé, puisqu'aujourd'hui, pour les collectivités, votre service est absolument indispensable, et puis il permet évidemment des cofinancements de l'État. Mais moi, l'évolution que j'ai vraiment vue, c'est que du coup, la coopération décentralisée est passée au fond d'une sorte un peu de supplément d'âme. Bon, voilà, il y a l'aide au développement et puis il y a effectivement les petites choses que font les collectivités locales qui sont un petit plus. Aujourd'hui, on est vraiment dans une architecture où tout le monde a besoin de tout le monde. C'est ça que je veux dire. On est non seulement dans la complémentarité, mais même dans un partenariat gagnant-gagnant, parce que je vois bien, par exemple, les partenariats, les conventions que l'AFD a développées à partir je crois, des années 90, avec plutôt des grandes collectivités, il me semble, qui permet notamment de s'appuyer sur ce réservoir d'expertise qui est la coopération décentralisée. C'est-à-dire que quand on veut, au fond, développer des grands projets, par exemple d'assainissement, on a besoin des acteurs de la coopération décentralisée qui, pendant des années, ont travaillé ensemble, des fonctionnaires des villes françaises avec les fonctionnaires des villes des partenaires. Et donc, on a là des acteurs qui travaillent depuis très longtemps et qui permettent aussi à l'action de l'État d'être plus opérationnelle. Voilà. Donc, moi, je crois que pour moi, il faut vraiment voir la coopération décentralisée non seulement comme un plus, mais même comme une nécessaire imbrication des actions des collectivités locales avec les actions de l'État et de l'Agence française de développement pour une meilleure efficacité. Voilà quelques propos que je voulais amener au débat. Merci. Merci Hubert. Alors, il y a Mireille Clapeau et ensuite Jean-Paul Lecoq. Mireille ? Oui, je suis là, voilà, dans une ambiance un peu sonore, désolée. Je salue Madame Moreau. Bon, avec le masque, on ne se reconnaît pas, mais on s'était vu à propos de l'Albanie. Hein. Je sais que vous avez été ambassadrice en Albanie. Donc, je vais vous poser une question sur les droits humains et sur l'égalité de femmes-hommes. Et donc, vous demander comment est-ce que des collectivités qui ne sont pas forcément intéressés par ces sujets, a priori, peuvent être amenés à mettre des critères de respect des droits humains et d'égalité de genre dans les projets, et en particulier comment cette loi peut les y inciter. Voilà, merci. Bonjour Madame la députée et je vous salue. Alors, pour répondre à votre question, je pense que déjà il y a un vecteur qui est très important, c'est les objectifs de développement durable. Et comme vous le savez, les objectifs de développement durable sont justement expressément évoqués par
par la loi. Je dois dire que lors de la consultation qu'on avait faite avec la CNCD, c'était justement un sujet qui avait été souligné dans le texte de la résolution prônée par les collectivités territoriales. Donc, bon, par ce biais-là, je pense qu'on peut tout à fait faire avancer les droits humains d'une façon générale, puisque tout est question de qualité de vie, accès aux services, éducation, enfin bon, il y a de nombreuses thématiques qui recoupent celles des droits humains. Et quant à l'égalité femmes-hommes, ben, bien entendu, c'est un sujet qui est prioritaire pour tout le monde. C'est l'une des thématiques qui sont mentionnées dans le cadre de partenariat global à la fin de la loi. Et puis, pour ce qui nous concerne à la DECT, nous encourageons les collectivités à développer des projets en la matière. Nous leur donnons pour cela des informations, des exemples. Je voudrais citer ce que nous avons fait pour la dernière journée internationale de la femme, qui était la publication d'une carte interactive où on voit les projets de coopération décentralisée qui concernent cette thématique. Nous essayons de pousser cela aussi si vous lisez les règlements de nos appels à projets, c'est également mentionné, y compris lorsque nous sommes sur des appels à projets bilatéraux avec des partenaires, je pense au Maroc ou au Sénégal, où ces questions sont expressément proposées comme thématiques pour les projets de coopération décentralisée. Et puis, nous avons fait récemment un webinaire. Vous savez, bon, c'est très à la mode en ce moment, et pour nous, c'est un outil de travail qui est précieux, puisque ça nous permet de compenser l'impossibilité où nous sommes actuellement depuis quelques mois d'avoir en présentiel des réunions de travail avec les collectivités. Donc, nous avons lancé une série de webinaires sur différentes thématiques que nous souhaitions approfondir avec elles. Et il y a eu un webinaire très récemment consacré à l'égalité femmes-hommes. Voilà, Madame la députée Clapeau, ce que je peux dire pour vous répondre. Et si vous le permettez, je voudrais aussi répondre à Monsieur Hubert Julien Laferrière, pour lui reconnaître avec lui que c'est effectivement pendant de nombreuses années le sentiment qu'avaient les collectivités territoriales. Mais je pense que les mentalités d'un côté et de l'autre ont beaucoup évolué. La législation aussi a beaucoup évolué. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs lois qui ont été adoptées et qui ont peu à peu élargi le champ des possibles pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Et je pense qu'en soi, c'est révélateur parce qu'il y avait bien sûr l'expression d'un besoin de la part des collectivités territoriales, mais à chaque fois, la DAECT a accompagné la formulation du projet de loi. Donc, ça a été cette extension du domaine des possibles pour la ECT. L'État, à travers la DECT, y a parfaitement adhéré. Et puis, comme exemple montrant l'évolution de cette relation entre l'État et les collectivités, il y a bien sûr le rapport Léniel, puis il y a le livre blanc de 2016, Diplomatie et territoire, si bien qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État accompagne véritablement, pas simplement par des crédits, des cofinancements, mais aussi en intention
les collectivités territoriales, les aide à développer justement cette coopération décentralisée, animée par la conviction que c'est un élément certes autonome, mais qui fait partie intégrante de la diplomatie française, de la politique de coopération. Et j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, voilà. Et il y a aussi des sujets sur lesquels non seulement les collectivités territoriales font partie de la politique de coopération, mais où elles sont même les seules à pouvoir parler avec autorité, c'est tout ce qui concerne la gouvernance locale. Voilà. Donc, comme c'est la gouvernance locale, la démocratie locale, la décentralisation, ce sont des sujets que nous portons vers le monde entier, finalement, eh bien, nous avons besoin, sur ces sujets-là, d'une implication toute particulière des collectivités territoriales, parce que ce sont les seuls qui possèdent l'expérience vécue de ces sujets. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, Jean-Paul Lecoq, dans sa magnifique circonscription. Exactement, bienvenue au Havre. Il y en a qui ont de la chance. Où il fait toujours beau. Bon. Contrairement à Dinan. C'est à voir. Bonjour madame, ça me fait très plaisir de vous avoir parce que d'abord, le projet de loi prévoit un doublement des financements de la coopération décentralisée. J'étais maire 25 ans. Ma ville était jumelée avec une association dans ma ville était en lien d'amitié avec une association du Burkina Faso. Les deux présidents des associations ayant fait leurs études aux mines en France ensemble. C'est pour dire qu'un étudiant du Burkina Faso était retourné au Burkina Faso et les liens étaient restés et chacun ayant à cœur de procéder au développement du village, de l'ami étudiant. Et c'est aussi comme ça que naissent les belles histoires de coopération décentralisée. Et ma ville était jumelée aussi avec un camp de réfugiés sahraouis du côté de Tindouf. Et on a mené beaucoup d'actions de solidarité, création de jardins et tout. Et on a eu, je crois qu'on n'a jamais trouvé le guichet, je le dis comme ça, hein, le guichet, la porte d'entrée au ministère des Affaires étrangères. Pourtant, j'étais maire depuis 1995 pour aider des petits projets. Alors peut-être que les projets étaient trop petits, peut-être qu'ils ne répondaient pas à des appels d'offres, peut-être qu'on n'avait pas, c'est une petite ville, donc on n'a pas d'agents spécialisés sur les questions de coopération décentralisée dans notre ville. Et donc, j'avais déjà interpellé les ministres précédents dans le cadre d'un précédent mandat. Et je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Si vous prenez les petits projets, à quel endroit on les dépose, qui on sollicite, de quelle manière on doit les constituer. Je me dis que s'il y a doublement des finances, je vais tout de suite aller voir les communes de ma circonscription qui font de la coopération décentralisée pour leur dire, voilà, il va y avoir peut-être, en accompagnement de ces finances, une démarche spécifique pour permettre aux villes et villages qui font de la coopération et aux associations de ces villes et villages d'avoir un soutien sur leurs projets. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu aux auditions. Merci à vous. Merci, Président. Monsieur le député, je vous félicite pour le cadre bucolique dans lequel vous intervenez. Écoutez… Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a 200 mètres de l'autre côté, il y a une raffinerie quand même, totale. Je vous le dis parce que c'est comme cadre bucolique, parfois on peut faire encore mieux. D'accord, voilà. Eh bien, la DAECT, en fait, cofinance des projets sans aucune limite inférieure, si je puis dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de seuil plancher, c'est-à-dire que vous avez des collectivités qui peuvent tout à fait obtenir auprès de nous des financements pour des petits projets, quelques milliers d'euros, je dirais, aucun problème. Donc, je ne sais pas quelle est la nature de l'obstacle que vous avez pu rencontrer, peut-être un manque d'information, une information mal diffusée.
En tout cas, ce que je peux faire, c'est vous envoyer l'information nécessaire. Encore une fois, vous pouvez vous présenter votre commune sur un petit projet. Et puis, j'irai même plus loin, c'est que depuis l'année dernière, nous avons élargi, je dirais, la base de notre cofinancement. Nous sommes plus généreux parce que nous avons anticipé ce qui est en train de se concrétiser avec cette loi, c'est-à-dire le doublement à terme des crédits dont nous pourrons disposer pour vous, je dirais, les collectivités territoriales. Donc, par exemple, si vous coopérez avec un pays comme le Burkina Faso, qui fait partie des 19 pays prioritaires du CICID, vous pouvez obtenir de la DECT un cofinancement de votre projet qui peut aller jusqu'à 70%. Donc, je pense que c'est de nature à encourager pas mal de collectivités à sauter le pas et à alléger en fait la charge financière que cela représente pour elles. Très bien. Et ben, donc, du coup, ce qui serait possible, Madame Moreau, Madame l'ambassadrice, deux choses, si vous pouviez nous envoyer, si elle est publique, parce qu'on n'a pas trouvé la résolution de la CNCD, si c'est possible de nous l'envoyer à l'administrateur, et puis aussi et les informations quant à aux modalités pour les petites communes, puisque si je peux me permettre, non, je vais passer la parole à François, mais j'ai des communes aussi qui ont les mêmes soucis, en tout cas, c'est vrai que la loi NOTRe et MAPTA a un peu tout changé, les périmètres des collectivités, la fin des compétences générales pour les départements qui, en tout cas dans mon département, ce qui est le département Charles-Josselin, dans sa ministre de la coopération, on faisait beaucoup, du coup c'était moins. Et donc il y a parfois des communes qui ne savent plus trop ou un peu moins bien, donc un petit fascicule de votre part, vos informations, ce serait précieux. Vous allez l'envoyer, après on l'enverra à tous les membres de la commission. Merci beaucoup et merci. Alors, je peux faire beaucoup mieux qu'un fascicule parce que pour toutes sortes de raisons, y compris les élections municipales qui ont eu lieu l'année dernière, nous avons voulu mettre le paquet en ce qui concerne l'information sur toutes les possibilités. Et nous avons publié au mois de septembre un guide opérationnel de la coopération décentralisée. Je me ferai un plaisir de vous envoyer, ainsi qu'à vos collègues qui sont connectés, le lien pour télécharger, c'est très simple à faire, ce guide opérationnel. Et tout à l'heure, je parlais des webinaires que nous organisons, qui sont en fait, nous les appelons les webinaires du guide opérationnel, parce qu'il s'agit à chaque fois d'approfondir une des thématiques du guide opérationnel. Et les vidéos de ces webinaires sont disponibles après qu'on les ait tenus sur la chaîne YouTube de la CNCD. Donc tout ça, ce sont des instruments auxquels vous êtes vivement invités à les partager. Si M. Lecoq prend connaissance du guide opérationnel, il y verra plusieurs exemples de coopération menée par des collectivités de petite taille et des projets qui sont eux aussi manifestement de petite taille, mais toujours très signifiants pour la collectivité. Parfait. J'ai bien noté. Parfait. Merci. Jean-Paul, on t'enverra ça. Fais attention sur la route quand même, hein. Il n'y a pas de souci pour moi, je reste à pied. Alors, Jean-François Mbaye, monsieur Mbaye. Oui, merci Hervé, merci Madame l'ambassadrice pour vos éclairages. On a effectivement beaucoup parlé du doublement des fonds via cette loi qui permettra aux collectivités de mieux cranter le sujet des coopérations décentralisées. On a parlé des communes, mais moi j'aimerais qu'on parle aussi des départements, des coopérations décentralisées qui se font
au niveau des départements. Et je voulais savoir, est-ce que pour vous aujourd'hui, cette projet de loi va pouvoir permettre en tout cas de répondre à une problématique que l'on peut rencontrer, et je donne l'exemple du département, du mien, du Val-de-Marne, qui est aujourd'hui le seul département qui est engagé en coopération décentralisée au Salvador. On a un certain nombre de pays où, bien souvent, il n'y a qu'une seule et unique coopération décentralisée qui se fait. Comment pouvons-nous améliorer ce constat, sachant que ça porte une charge financière énorme sur ces collectivités, et que ce serait peut-être l'occasion, à travers ce projet, de pouvoir mieux cibler et de pouvoir mieux encourager les collectivités à s'engager dans des projets de coopération décentralisée. Alors, bonjour, monsieur le député. Est-ce que j'ai… Oui, voilà, mon micro. Alors, en ce qui concerne les départements, bon, ils ont, comme le vôtre, tout à fait la possibilité de s'engager dans la coopération décentralisée. Et je précise, parce qu'il y a eu des interrogations dans les années passées à ce sujet, qu'ils ne sont pas limités par leurs compétences internes, si je puis dire. Toutes les collectivités territoriales peuvent mener des coopérations décentralisées dans tous les domaines, même si ça ne fait pas partie de leurs compétences propres en interne, encore une fois. Mais évidemment, il y a quand même une certaine logique, on le comprend, à ce que les collectivités préfèrent faire ce qu'elles savent bien faire, c'est-à-dire partager leur expertise, ce qui fait que les départements sont présents en particulier sur des coopérations qui concernent les questions sociales, l'inclusion sociale, l'aide à la jeunesse, à l'enfance, des sujets de ce type-là. Il y a à peu près la moitié des départements qui ont des coopérations décentralisées. Le Salvador est en effet un pays vers lequel il y a peu de coopération décentralisée, parce que si on analyse en fait la carte du monde, on voit que une grande majorité des coopérations décentralisées sont destinées alors soit à l'Europe, mais là c'est surtout sous forme de jumelage, c'est-à-dire qu'il y a relativement peu de projets avec des implications financières derrière, mais les projets de partenariat donc avec des implications financières, c'est essentiellement vers l'Afrique d'abord, ensuite vers le pourtour de la Méditerranée. Et puis après, vous avez une variété, enfin tous les pays du monde sont à peu près concernés, mais il est vrai que vers l'Amérique latine, par exemple, le nombre de coopérations décentralisées existants est assez faible. Voilà. Donc, les engagements sont encore une fois variables. Il faut quand même souligner qu'il revient aux collectivités territoriales elles-mêmes de choisir si elles veulent faire ou pas de la coopération décentralisée, et puis elles choisissent en toute autonomie leur pays partenaire et les thématiques qu'elles veulent développer. Voilà. Alors là, encore une fois, je me permets de faire la publicité du guide opérationnel, parce qu'il propose un certain nombre de destinations, peut-être pour essayer de varier un petit peu les pays partenaires. Même si nous adhérons évidemment en plein à la priorité africaine de la politique de coopération française. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a fait une petite erreur de manipulation. On a accueilli un peu plus tôt que prévu, enfin, pas plus tôt que prévu d'ailleurs, parce qu'on est un peu en retard sur le planning, Madame Brunon
Meunier, pardon, je ne voulais pas m'écorcher le nom, qui est directrice de l'IRD, qui est ici. Donc, on a un peu de retard, donc laissez-nous 5 petites minutes. Il n'y a pas de souci, mais vous restez connectés. Et du coup, il n'y a pas d'autres questions, je crois. Moi, Est-ce que vous voulez qu'on passe un petit peu en revue les différents articles sur lesquels il y a une implication des collectivités territoriales? Exactement, c'est ce que j'allais vous demander. J'avais fait à travers les autres questions, mais allez-y, allez-y. Bon, alors il y a tout d'abord l'article 3 qui met à jour le cadre de référence des politiques publiques en intégrant en fait les objectifs de développement durable, les ODD, et en demandant aux collectivités territoriales de différents niveaux de prendre ces objectifs en considération en faisant chaque année des rapports sur la situation en matière de développement durable dans leur collectivité territoriale. Alors, c'est un article qui est très fastidieux à lire parce qu'à chaque fois, on rentre dans des articles du CGCT, c'est cette obligation, mais ce que je peux souligner, c'est que c'est parfaitement en cohérence avec la préoccupation des collectivités territoriales qui était exprimée par l'avis de la CNCD. Et de plus, je voudrais souligner que les collectivités territoriales ont participé à l'élaboration de la feuille de route de la France pour les ODD et qu'elles ont participé aussi à différentes présentations qui ont été faites à New York. Ensuite, il y a l'article 4 qui crée le 1% transport. Hein, voilà, donc il ajoute, je dirais, un nouvel alinéa, si je puis dire, l'article L 1115 numéro 3-3 au Code général des collectivités territoriales. Donc, c'est un quatrième dispositif dit 1% qui vient compléter les dispositifs similaires sur l'eau et l'assainissement de 2005, l'amendement Oudin-Santini, celui sur l'énergie de 2007 et celui sur les déchets qui était introduit par la loi LOPSI de 2014. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui ne crée aucune obligation, bien sûr, pour les autorités organisatrices de la mobilité, mais qui est très intéressant parce qu'il permet donc de mener des coopérations en matière de transport collectif. Or, les transports collectifs, c'est un élément fondamental pour la mise en œuvre de l'ODD 11 sur les villes et les communautés durables. Et c'est un sujet qui est très souvent abordé par les villes partenaires, notamment en Afrique. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir que derrière, on fasse de la publicité pour organiser l'utilisation de ce 1% transport. Ensuite, il y a l'article 5 qui renouvelle en quelque sorte le CNDSI, le Conseil national du développement et de la solidarité internationale. Rien de neuf là pour les collectivités territoriales, mais elles sont concernées puisqu'elles ont un collège de représentants élus des collectivités territoriales qui est composé de 8 membres. Et cette disposition a été reprise dans le décret du 30 décembre 2020 qui modifie un petit peu la composition du CNDSI. Voilà. Et le dernier article, à ma connaissance, qui concerne les collectivités territoriales dans la loi, c'est l'article 6 sur les volontariats,
qui introduit le volontariat de réciprocité. Alors, c'est pour moi l'occasion de souligner que les collectivités territoriales intègrent fréquemment des jeunes en service civique ou en volontariat dans leurs projets de coopération décentralisée. Et que, bon, je pense qu'il y aura encore plus de possibilités cette année et les années suivantes, d'une part pour les services civiques, parce que vous vous souvenez que le président de la République a annoncé au mois de juillet dernier la multiplication du nombre des services civiques, et nous espérons tous que du coup les collectivités territoriales feront davantage appel encore à cette possibilité. Et puis, il y a jusqu'à présent, les services civiques en réciprocité étaient admis. D'ailleurs, on a plusieurs collectivités territoriales qui accueillent, des collectivités territoriales françaises qui accueillent des jeunes étrangers en service civique en réciprocité. Et donc, l'ouverture du volontariat à la réciprocité, ça veut dire plus de possibilités encore pour les collectivités territoriales et leur coopération décentralisée. Voilà. Très bien, très clair. Du coup, vous avez devancé toutes mes questions sur les sujets, notamment sur le volontariat. Parfait, ça me paraît très très clair. De toute manière, on sait que vous avez participé activement aussi à faire en sorte que les collectivités soient bien en bonne place dans ce texte de loi. Peut-être pour tous les collègues et pour tout le monde, il y a toujours la question sur la question de la prise en compte dans le contrat entre les grosses collectivités de ne pas dépasser les dépenses de fonctionnement de 1,2% et d'exclure la question de l'aide au développement, notamment des subventions reçues à ce titre-là. Et donc, il va falloir je sais que vous serez aussi de ce combat-là pour que ce soit gravé dans le marbre, que le décret ou la circulaire, je ne sais pas quelle forme ça prendra, plutôt une circulaire si je ne m'abuse. C'est ça. Elle est prévue quand? Ben, normalement, au même moment que l'adoption de la loi. D'accord, bon, il faudra qu'on soit vigilant, du coup, on compte sur vous pour nous informer de cette circulaire qui permettra de sortir des dépenses de fonctionnement normales, les questions d'aide au développement, ce qui ralentira, n'a pas ce frein psychologique que ça avait au début, notamment qui nous a été dit par Roland Ris et d'autres grands-mères et grands élus de collectivités, et même de plus petits d'ailleurs. Enfin, ils étaient moins concernés parce qu'ils n'étaient pas concernés par le pacte de collectivité à 1,2%. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. En tout cas, merci Madame l'ambassadrice d'avoir consacré de votre temps précieux pour nous éclairer un peu sur la place des collectivités dans ce texte de loi-là. Vous savez, comme on l'a dit, le Sénat et l'Assemblée nationale sont particulièrement attachés et on aura l'occasion peut-être encore pour le coup, c'est pas du normatif, mais c'est après, de voir comment ce texte de loi-là, bien évidemment, va permettre d'accélérer les coopérations, les financements de collectivité à collectivité, et on sait que nous jouons un rôle central dans ce dispositif, après que nos chères collectivités ont quand même vécu des années un peu de brouillard qui ont un peu déstabilisé les plaques tectoniques des collectivités, et ça n'a plus trop un peu si ça relevait de leurs compétences ou pas, mais maintenant on a un cadre qui est plus clair. On espère que cette loi-là, avec l'agenda 2030 et le lien à la COP21, va permettre de aussi de fixer des objectifs très clairs et donc du coup d'avoir des financements qui vont venir abonder tous les projets qui pullulent, que ce soit au Havre, en Bretagne, là où il fait toujours beau, ou encore en banlieue parisienne. Oui. Je voudrais, si vous le permettez, juste souligner que en fait, tout ça est entre les mains des collectivités territoriales parce que nous, ce sont des cofinancements que nous accordons. Et donc, même si on a des budgets, nous ne pouvons les utiliser que si les collectivités territoriales nous les demandent, si je puis dire. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous et vos collègues vous portez à ces questions.
et vous remercier de m'avoir sollicité, ce qui prouve que c'est un sujet qui est important pour vous et un volet important de la loi. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres interrogations. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Et bien évidemment, je suis aussi à votre disposition pour continuer à discuter et modifier, et améliorer, amender le texte. Voilà, alors on va juste, c'est pas très poli de le dire comme ça, mais on vous demande de quitter la salle. Oui, pas de problème. Je vous salue. À bientôt. Au revoir, au revoir. Alors tout le monde reste. Alors comment on fait? Il faut l'enregistrement là.